Le 22e cadre de concertation gouvernement-secteur privé prend fin sur une note positive et des recommandations à mettre en œuvre. Les différents acteurs ont échangé durant 48 heures sur plusieurs sujets en lien avec la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Bamako au Mali, visée par des fake news, la ville serait sous blocus terroriste comme indiqué à travers plusieurs contenus de médias étrangers. Bamako dément, les populations s'expriment pour le prouver et à Ouagadougou, des réactions sur cette actualité. Enfin, campagne de commercialisation 2025-2026 du sésame, le prix du kilogramme plancher bord-champ est fixé à 535 francs CFA. Le gouvernement procède ainsi pour soutenir les producteurs. Ces derniers saluent une telle démarche. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. Fin des travaux de la 22e rencontre gouvernement-secteur privé. Les différents acteurs ont fait le diagnostic des goulots d'étranglement du monde des affaires. Ils ont également passé en revue l'état de mise en œuvre des résultats de la rencontre précédente et note de satisfaction au sorti de ces travaux qui ont donné lieu à des recommandations d'Idrissa Traoré et Kaddouro Menki. 2 jours d'échange assortis de plusieurs recommandations, ici présentées, amendées et adoptées par des acclamations. Cette 22e concertation aura contribué au renforcement du partenariat gouvernement-secteur privé au nom de la souveraineté économique du pays. Et comme principale recommandation et doléance, l'on note. Sur 72 recommandations et engagements ayant fait l'objet de suivi par le secrétariat, 68,06% ont été entièrement mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre et 31,94% n'ont pas connu de début de mise en œuvre. M. Serge Nyanyodem Koda, ministre chargé du secteur privé, a rappelé la contribution du dialogue public-privé dans l'amélioration du climat des affaires et invité les acteurs du monde des affaires à soutenir les actions de développement entreprises par le gouvernement sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Les échanges qui ont débuté depuis mai ont permis d'aboutir à un certain nombre de propositions d'actions. Donc ces actions peuvent être résumées essentiellement en quelques points. La nécessité de mobiliser les ressources, notamment des ressources innovantes, pour les orienter vers la réalisation d'infrastructures structurantes qui puissent soutenir la dynamique de production intérieure, la dynamique de production endogène prônée par la plus haute autorité de notre pays. Et la nécessité de renforcer le partenariat entre le secteur privé et le secteur public pour accélérer la mise en œuvre de ces infrastructures et aboutir à la réalisation d'infrastructures de qualité. D'ores et déjà, au niveau du Prosidium, le chef du gouvernement nous a instruit de lui faire périodiquement, à une périodicité mensuelle, et en tout cas l'état de mise en œuvre de toutes les recommandations prises ici. Et si la nécessité de faire sentir, lui-même interpellera les différents départements ministériels pour accélérer la mise en œuvre des résolutions prises ici, afin que ce ne soit pas des résolutions qui aillent rester dans des tiroirs. Donc c'est ça l'innovation. De la qualité des échanges, les parties prenantes retiennent un cadre de concertation fructueux. Cet exercice collectif nous a permis de proposer des pistes de solutions concrètes pour relever les multiples défis liés au développement et à la consolidation de la souveraineté économique de notre chère patrie, le Burkina Faso. Nous sommes convaincus qu'avec un engagement patriotique franc et sincère à tous les niveaux, notre économie ne peut que prospérer au profit de notre peuple. Pour ce faire, nous devons travailler main dans la main à la réalisation d'infrastructures solides et souveraines dans tous les secteurs. Le rôle du secteur privé aux côtés du gouvernement demeure déterminant pour l'atteinte de cet objectif. Dans la dynamique de la révolution progressiste populaire, conduite par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, cette 22e édition marque une étape importante dans notre volonté commune de construire une économie véritablement endogène, portée par nos ressources, nos intelligences et nos valeurs.
C'est dans cette perspective que le dialogue public-privé trouve tout son sens, celui d'un partenariat patriotique au service de la souveraineté nationale et du bien-être collectif. Je félicite le monde des affaires, avec à sa tête la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour son engagement actif et sa contribution à l'animation du dialogue public-privé et à la réussite de cette rencontre. Le patriotisme économique doit devenir le moteur de notre redressement. Investir chez nous, produire burkinabé, consommer burkinabé, c'est affirmer notre dignité collective et renforcer notre souveraineté. Il est important de rappeler que sans infrastructure, il n'y a pas de développement. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce que cette session-là soit portée essentiellement sur les infrastructures. Infrastructures routières, infrastructures de santé, les infrastructures de télécommunications. Et nous invitons l'ensemble du secteur privé burkinabé à se mobiliser comme un homme pour porter le développement de notre pays. Et c'est pour ça que nous tenons vraiment à dire merci à tous les acteurs et on espère que la 23e session verra encore plus de monde mobilisé parce que le Burkina Faso, c'est le seul pays que nous avons et nous devons le développer. Engagement est donc pris par les différents acteurs à concrétiser les conclusions de ce cadre de concertation 2025. Une façon d'être en phase avec la vision du développement endogène. Et retour sur les travaux de la 22e rencontre entre le gouvernement et le secteur privé. À la suite donc de l'ouverture des travaux, hier le Premier ministre a présidé une rencontre d'échange avec les acteurs du monde des affaires en question la transformation structurelle de l'économie burkinabé, compte rendu avec Hassan Gourabou et Salam Dabal. Le développement des infrastructures au cœur de la 22e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé. 2 jours durant, membres du gouvernement et acteurs du monde des affaires vont échanger afin de trouver des pistes de solutions pour une transformation structurelle et prospère de l'économie burkinabé. En dépit donc de ce combat héroïque que nous menons tous ensemble derrière nos forces de défense et de sécurité, derrière nos volontaires pour la défense de la patrie, évidemment sous les orientations et le leadership du camarade président du Faso, il y a des réformes profondes qui sont engagées. Parce que nous sommes à une période de refondation de l'État. Ce sont des réformes courageuses qui sont engagées dans tous les départements ministériels. Malheureusement, quand on parle de réforme, de changement, ça participe à la volonté d'instaurer aussi l'ordre et la discipline dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de l'économie. Il s'agit également pour le parti prenant de faire le point sur les engagements pris lors de la précédente édition. Au titre des points saillants de l'état de mise en œuvre des recommandations et engagements issus de la rencontre nationale gouvernement secteur privé 2024 et des rencontres antérieures, convient au 30 septembre 2025, l'état de mise en œuvre des dites recommandations et engagements se présente comme suit. 14 recommandations ont été entièrement exécutées, 35 recommandations sont en cours de mise en œuvre, 21 recommandations et 2 engagements n'ont pas été mis en œuvre et sont toujours en attente auprès des structures concernées. Malgré le contexte difficile, c'est la résilience d'un secteur privé qui est ici saluée par le chef du gouvernement, d'où il invite à l'endroit des participants d'accompagner la dynamique du gouvernement. Derrière toutes ces interventions, transparaît l'engagement et la volonté d'être acteur d'un changement positif dans tous les secteurs d'activité. Et surtout, la volonté de faire en sorte que, en dépit de la situation difficile que le Burkina Faso traverse, nous puissions tous ensemble, collectivement, avoir un secteur économique debout et surtout un secteur économique qui est tourné vers l'avenir. C'est saluer donc cette résilience individuelle et collective, les différentes fêtières qui assurent pleinement leur rôle d'interface et surtout qui travaillent à accompagner l'État dans les réformes qui sont engagées pour assainir et faire en sorte donc que nous puissions créer davantage de richesses et surtout que ces richesses profitent à chaque fils du Burkina Faso et à chaque fille du Burkina Faso. Au moment où nous sommes dans cette salle, en train d'échanger, en train de réfléchir à l'épanouissement
du secteur économique, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs qui sont en première ligne et qui se battent pour assurer donc la sécurité partout sur le territoire burkinabé et surtout faire en sorte que la vision aujourd'hui portée de façon audacieuse par le camarade président du FASO, qui est une vision d'affranchissement et de souveraineté, que nous puissions accomplir cette vision. La 22e rencontre gouvernement secteur privé se tient cette année sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable. C'est l'actualité, cette forme d'acharnement médiatique contre le Mali, une visible orchestration d'une intoxication informative à mettre à l'actif de personnes mal intentionnées. Le Mali serait infréquentable et sous blocus terroriste. Cependant, les populations, vrais témoins de la qualité de vie à Bamako, affirment que la ville est bien vivable. Elles vaquent paisiblement à leurs activités quotidiennes. Les preuves dans cet élément de Sidiki Dambélé depuis le Mali. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne, dans toute sa splendeur, vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet. C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure, et souvent avec la complicité de certains apatrides à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme. C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constituent la dernière digue qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AIS. Mais ce sera peine perdue. Et sur cette actualité des réactions au Burkina Faso, les Burkinabés pointent du doigt les médias français qui, selon eux, manœuvrent de connivence avec l'État français pour déstabiliser le Mali et par la même occasion l'ensemble de la Confédération AES. Nous vous proposons de suivre les réactions donc des Burkinabés au micro de Momoni Wanga. Bamako respire et avec elle tout le Mali. Contrairement à certaines informations relayées par des médias au service des intérêts impérialistes, la vie suit son cours normal dans la capitale malienne. À Ouagadougou, nombreux sont ceux qui estiment qu'il s'agit de manœuvres visant à fragiliser Bamako, ainsi que l'alliance des États du Sahel au profit de la France impérialiste. Ce n'est pas nouveau.
Ce n'est pas nouveau, ces médias, nous connaissons déjà la politique qui est véhiculée par ces médias. Donc ce sont des gens qui, il faut le reconnaître, le fait que Bamako, le Burkina Faso, le Niger, ces pays travaillent dans une sorte de souveraineté. Et tout le monde sait que l'Occident n'a jamais accepté que nos pays vraiment soient des pays souverains, que nous puissions travailler dans une sorte de souveraineté pour pouvoir nous épanouir. Ils sont mal placés pour nous donner ces informations. Je n'ai pas cru, je ne crois pas. Parce que je me dis, en tant que membre de l'AES et burkinabé, moi je me dis que ce sont ces mêmes Maliens, membres de l'AES comme nous, qui vont ressortir, nous dire si ça ne va pas jusqu'à ce point. Sinon moi je ne crois pas. Pour moi c'est une façon seulement de faire peur. Et ce qu'ils disent là, ça devrait nous servir de leçon. Parce que nous sommes proches du Mali et nous savons la réalité sur le terrain. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc, burkinabé, nous devrions prendre conscience que c'est la même chose qu'ils sont en train de préparer contre nous. Et puis prendre nos dispositions, ne pas relayer des fausses informations surtout, et puis tirer leçon de ce qui se passe au Mali aussi, pour être prêt. Un démenti grâce à un reportage télé présenté au journal de 20h de l'ORTM, ainsi qu'un entretien sur les antennes de la RTB, montre clairement le jeu et les objectifs cachés derrière ces intox. Pour ces Burkinabés, cette attitude de médias comme Jeune Afrique n'inspire que méfiance. Je peux dire que c'est une situation qui ne tourne pas. Voilà. Les réactions de ces médias-là, ça ne tourne pas parce que le Burkina même a déjà eu à vivre ça, cette situation. Voilà. On a collé une image, on a eu à peindre certaines zones du pays en rouge. L'attitude n'est pas nouvelle. Quand un État se lève pour défendre ses intérêts, au dépend de l'impérialisme, donc vous allez voir, ces mêmes impérialistes-là vont toujours jeter des bâtons dans leurs rayons. Donc ce n'est pas simple. J'appelle les jeunes surtout, les leaders d'opinion à soutenir le Mali dans sa quête de souveraineté. Il faut dire que la situation au Mali, c'est une communication qui est orchestrée par l'Occident pour faire en sorte à s'aimer la psychose au sein des populations sahéliennes, non pas seulement au sein des populations maliennes, mais en réalité pour faire douter, parce que lorsque par exemple on dit au Burkina Faso des gens viennent investir, au Bénin, au Niger ou au Burkina, lorsqu'on doute de la progression de l'AES, automatiquement tous ces investisseurs qui sont en train de vouloir venir au Burkina ou peut-être au Niger, dans tous les autres États, vont commencer à douter et ça peut freiner l'élan. Pendant que ces médias prêchent le chaos au Mali, le pays frère de l'AES avance et continue de tracer son chemin pour le rayonnement du peuple. En témoigne, selon ses citoyens, la récente inauguration de la mine de lithium et la pose de première pierre pour l'érection de 15 hôpitaux de district par le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, l'acharnement communicationnel qui se passe sur le Mali, c'est juste pour déstabiliser le Mali. Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais sur un des médias mensongers là, que le Mali, on ne peut plus avoir accès au Mali, Bamako est coupé du Mali. Mais pas plus tard qu'hier, le général est parti lancer l'opération de plus de 15 hôpitaux en construction au Mali. Ça prouve que la dynamique est enclenchée. Mais la dynamique, là, il faudra que la population également puisse s'approprier cette dynamique communicationnelle-là. Parce que la communication ne peut pas être uniquement que du rôle des médias, uniquement le rôle de la télévision. Non, il faudra également que tout un chacun puisse savoir qu'aujourd'hui, là où nous sommes là, la guerre du terrorisme, oui, elle est accentuée. Mais la communication, c'est une grande guerre. Et si on n'arrive pas à contrôler cette guerre communicationnelle-là, c'est pas évident qu'on va pouvoir s'en sortir. L'attitude que les populations de l'AES devraient adopter, c'est d'aller à la vraie information. Et aller à la vraie information, ce n'est rien d'autre que de suivre nos médias. Voilà, on ne dit pas de ne pas suivre ces médias, mais il faut toujours analyser, savoir analyser. Est-ce que c'est que l'Occident dit, est-ce que c'est vrai? Mais c'est sûr, déjà qu'on connaît leur politique, c'est évident que dans leurs informations, ils vont toujours ajouter des choses qui ne sont pas justes. Donc c'est d'aller à la vraie information, vérifier les vraies sources et surtout suivre nos médias, parce que ce sont nos médias qui connaissent la réalité. Ce sont nos médias qui vivent les choses et ce sont nos médias qui peuvent dire la vérité. Ces événements récents, au dire de ces Burkinabés, viennent rappeler à souhait combien les peuples africains en général ont longtemps été manipulés par la presse étrangère. C'est en cela qu'ils saluent la communication de proximité qui permet au peuple des trois pays d'être informés conformément aux réalités du terrain. Dans la suite de ce journal, une importante réforme dans le domaine de la santé, l'adoption de l'examen classant national, désormais la porte d'entrée pour la spécialisation des médecins au Burkina. Cela est censé, en 5 ans, mettre à la disposition de tous les hôpitaux 5000 spécialistes en santé.
C'est dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Les départements en charge de la santé et de l'enseignement supérieur ont animé une conférence de presse à ce sujet. Un reportage avec Lambert Soma. L'examen classant national remplace désormais le concours de l'internat des hôpitaux. Pour accéder à la spécialisation en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire, l'ECN est la seule porte d'entrée. L'examen classant national est un instrument central dans la mise en œuvre du plan 1000x5 de l'initiative présidentielle pour la santé. Il vise 4 objectifs. Sélectionner les candidats à la formation spécialisée sur la base du mérite, de l'équité et de la transparence. Harmoniser les normes de formation et les conformer aux standards et exigences nationaux et internationaux. Aligner les offres de formation des spécialités sur les besoins planifiés du système de santé burkinabé. Renforcer la synergie d'action des ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la santé dans la réforme de la gouvernance du dispositif sanitaire. Peuvent prendre part à l'examen classant national les étudiants en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire et les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes non fonctionnaires ainsi que ceux recrutés par l'État. L'examen classant national va se dérouler dans le centre unique de Ouagadougou le 15 novembre 2025 et portera sur une épreuve composée de 3 séries de 120 questions à choix multiples. Tous les candidats classés par l'ECN et admis à un poste de spécialisation en 2025 dans le cadre du plan 1000x5 bénéficieront d'une bourse mensuelle dont le montant varie selon le lieu de formation. Celui qui est fonctionnaire et qui travaille sur le terrain depuis 5 ans, voire 10 ans, ce n'est pas la même chose que l'étudiant qui est en 6e année. Donc le classement ne sera pas le même. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il fait le classement du premier au dernier. Le choix de la filière de spécialisation est fonction du rang de chaque admis. La formation va se dérouler dans les universités et autres centres de formation ainsi que dans les formations sanitaires. L'institutionnalisation de l'ECN et du plan 1000x5 marque une étape décisive dans la transformation des systèmes de santé burkinabé. À Bobo-Dioulasso, première édition du forum sur le bon usage des médicaments le 8 novembre dernier. C'est un cadre pour informer et sensibiliser les populations sur les dangers liés au mauvais usage des médicaments. Le forum est initié par l'Association pour le bon usage des médicaments, Drissa Traoré et Salam Tabal. Nous pouvons tous contribuer à rendre les médicaments sûrs. C'est le thème retenu à cette première édition du Forum sur le bon usage du médicament. Il est question ici d'informer, de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne, avec pour objectif préserver la santé des populations. Nous avons décidé d'organiser cette semaine en ligne avec la MedSafety Week, initiée par le Centre de pharmacovigilance de l'OMS, avec comme thématique « Nous pouvons tous contribuer à rendre les médicaments plus sûrs ». Cette thématique nous interpelle que le bon usage des médicaments n'est pas seulement qu'une question de professionnels de la santé, mais incombe toute la population, tous les acteurs de la chaîne du médicament, en passant par les industriels jusqu'aux consommateurs. Et c'est une très bonne chose de parler du bon usage du médicament parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'écarts en matière d'usage rationnel et il était temps quand même de parler de ce problème, de trouver des recommandations pour améliorer l'usage du médicament au niveau national. Un forum qui revêt tout son sens car le non-respect des prescriptions médicales peut être dommageable pour le patient. Le sujet abordé est d'importance primordiale en santé publique. En fait, il faut voir le mauvais usage des médicaments qui entraîne des décès, qui entraîne des maladies, qui entraîne des séquelles. Mais malheureusement, tout ça est mal connu. Il faut donc, comme je l'ai dit, que tout ça soit connu. Il faut une sensibilisation. Et là, vous jouez un rôle important pour faire connaître ce problème grave méconnu qu'est le mauvais usage des médicaments. Créée en mai 2024, l'Association pour le bon usage des médicaments a pour principale mission d'alerter les différents acteurs sur cette problématique qui engendre de nombreuses victimes à travers le monde.
Et toujours à Bobo-Dioulasso, les 7 et 8 novembre dernier étaient journées portes ouvertes pour le laboratoire de chimie et énergie renouvelable de l'université Naziboni, une démarche de promotion des travaux de recherche du laboratoire. Cette première édition s'est ouverte vendredi donc. Reportage avec Trissa Traoré et Salam Dabal. La vulgarisation des travaux de recherche du laboratoire de chimie et énergie renouvelable de l'université Naziboni au centre de ces journées portes ouvertes ici, à Bobo-Dioulasso. Des journées, premières du genre, qui se tiennent autour du thème « Contribution du laboratoire de chimie et énergie renouvelable à la qualité des travaux de production des entreprises ». C'est un laboratoire pluridisciplinaire qui aborde vraiment des thématiques qui sont en lien avec les priorités du pays. On cherche à voir dans quelle mesure on peut utiliser nos matériaux locaux un peu améliorés pour pouvoir produire, n'est-ce pas, des infrastructures, que ce soit des bâtiments ou des infrastructures routières qui seront viables et de qualité. L'autre pan du laboratoire, c'est tout ce qui concerne la chimie organique et la chimie des substances naturelles. On cherche vraiment à valoriser nos plantes médicinales, nos plantes aromatiques, faire des extractions d'huile à partir de ces plantes-là et voir dans quelle mesure on peut utiliser ces huiles dans la parfumerie, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire et surtout dans le domaine des insecticides, des pesticides. Des résultats de recherche qui seront d'un intérêt capital pour bon nombre d'entreprises burkinabées dans ce contexte de promotion du développement endogène. Il faut dire que ces JPO sont très importantes pour l'université Naziboni parce qu'elles vont permettre d'éclairer l'opinion sur la recherche universitaire en lien avec le développement du pays. Nous attendons également que les étudiants puissent s'imprégner de ce qui se passe au niveau de l'ACER, comprendre les enjeux, comprendre la recherche et également aller vers les entreprises pour apporter des solutions. Dans le domaine des routes, nous avons des formulations de béton que nous faisons. Voilà, les formulations des enrobés, des bétons bitumineux. Et également aussi les recherches d'emprunt, les études sur les essais sur les matériaux, la thérétique, tout ça. Et tous ces domaines, le LACER, c'est un laboratoire qui peut apporter des solutions sur les préoccupations des entreprises dans le domaine du BTP. À ces jours de portes ouvertes, une visite guidée au profit des participants a permis de découvrir les installations de l'entreprise Safito et celles du laboratoire de chimie et énergie renouvelable de l'université Naziboni. Dans le but de renforcer les capacités technologiques et d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et technique, la délégation spéciale régionale du Kadiogo a remis du matériel informatique à l'université professeur Joseph Kizerbo et aux structures de l'enseignement technique dans la région du Kadiogo. La cérémonie de remise ce 7 novembre avec Mariama Tamboura. D'une valeur de 19 millions de francs CFA, ce matériel est composé d'ordinateurs, de bureaux, de photocopieuses et d'une broyeuse de papier. Il est destiné à l'université Joseph Kizerbo et au lycée professionnel régional du Kadiogo. La délégation spéciale régionale du centre veut ainsi accompagner le gouvernement dans sa volonté de doter les établissements d'outils modernes adaptés aux exigences du numérique. La vision de la délégation spéciale régionale s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers les départements ministériels et l'initiative présidentielle qui parle de l'éducation de qualité. Rien que la semaine passée, nous avons tenu un forum qui met l'accent sur la technologie, sur le numérique et qui doit véritablement renforcer davantage la compétence de nos jeunes, de nos étudiants, de nos élèves pour le bonheur des populations pour lesquelles nous sommes là. Donc la délégation spéciale régionale a écrit en pleine ligne l'éducation, mais aussi d'autres volets. Et je pense que nous aurons l'occasion encore pour donner d'autres mises à d'autres volets également. Au nom des deux directions régionales, donc c'est un sentiment de satisfaction pour nous, en ce sens que ce matériel viendra appuyer les efforts qui sont déjà déployés au niveau de nos structures d'éducation au niveau de la région pour améliorer donc les conditions de travail et forcément permettre d'avoir un rendement meilleur au niveau des travailleurs donc de nos structures. C'est donc un pas de plus vers une école mieux connectée, plus performante et résolument tournée vers l'avenir.
La délégation spéciale régionale du Cap-Diogo réaffirme son engagement à poursuivre cette action en l'élargissant à d'autres institutions éducatives. Soutien aux opérations terrain des volontaires pour la défense de la patrie, la délégation spéciale de la commune de Bagassi a remis le 7 novembre dernier une centaine de motos, soucieuses donc de l'épanouissement des femmes de la localité. La commune a aussi remis du matériel de tissage et du matériel de nettoyage aux femmes de la brigade verte Edouard Ouetrago, Armel Sawadgo et Nabaïda Daberi. Ces volontaires pour la défense de la patrie désormais équipés en moyens roulants. Ces femmes tisseuses, elles, reçoivent des métiers à tisser. La brigade verte du matériel de nettoyage. En remettant ses dons aux bénéficiaires, la délégation spéciale de la commune de Bagassi renforce la capacité opérationnelle des forces de sécurité ainsi que les VDP communaux. La délégation spéciale sur les ressources propres et sur le fonds minier de développement local, nous avons pu mobiliser près de 117 millions de francs CFA pour l'acquisition de ce matériel, notamment 104 motos pour les VDP et le commissariat de police de Bagassi. Le donateur ainsi que les forces de sécurité de Bagassi appellent les bénéficiaires à bien entretenir ce matériel. Au nom du commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, je prends cette parole pour dire merci à cette belle initiative de la commune de Bagassi. Je vais rassurer à toute l'Assemblée, c'est des motos qu'on va utiliser dans des missions de sécurisation des sites sensibles, dans des missions de ratissage. Il s'agit de biens publics et toute dégradation volontaire est une trahison pour notre révolution. C'est une citation de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et nous allons en tout cas y veiller à ce que ces motos soient utilisées pour assurer la sécurité de nos populations. En plus des 104 motos, la délégation spéciale remet une dotation de 6 millions de francs CFA comme carburant. Selon son président, elle participe au fonds de soutien patriotique également avec une enveloppe de 10 millions. À Ouagadougou, l'association des anciens maires et élus locaux ainsi que l'amicale sportive de volleyball Top Contact se manifestent pour l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ils se sont rendus sur le site de l'initiative, ont remis des tonnes de ciment, en tout 11 tonnes. Le point avec Bienvenue Tansa. À la dynamique de développement endogène portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, voici la souscription de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. 10 tonnes de ciment pour contribuer à l'embellissement des villes urbaines du Faso. Nous sommes toujours disponibles à accompagner en tout cas les différentes actions importantes de notre pays. Aujourd'hui, nous avons su qu'il y a véritablement des hommes, des patriotes qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le pays et qui font avancer le pays. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous immerger et à travers donc Faso Mebo aujourd'hui, quand on regarde le monde qui vient chaque fois et chaque jour pour donner de peu que nous avons, il n'y a rien à faire. Nous savons que nous avons non seulement notre souveraineté, et à travers notre patriotisme également aussi, nous savons que nous allons construire parce que nous allons avoir un développement endogène et important fait pour nous, fait à notre niveau et par nous. À la mobilisation sociale pour accompagner l'initiative présidentielle Faso Mebo, l'amicale Top Contact s'engage. Elle apporte ici 1 tonne de ciment en réponse à l'appel du président du Faso. Top Contact est une amicale sportive à travers la pratique du volleyball. Et ça comprend toutes les générations, des papis jusqu'aux petits-enfants. Et notre philosophie, c'est de cultiver la solidarité entre les membres, participer à toutes les activités d'intérêt public. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour contribuer à la construction de notre nation. Faso Mebo marque l'ambition des plus hautes autorités à construire des infrastructures urbaines et durables. Ces gestes constituent pour ces structures un appel aux populations à poursuivre l'engagement collectif pour la réussite de ce projet. Dans la région de Yadga, l'ONG Help International fait le bilan de son soutien aux personnes déplacées internes, les populations hautes et celles réinstallées dans le Yadga et les Quilcé, mis en œuvre entre 2021 et 2025. Le projet songerait à toucher environ 800 personnes, estimées 800 personnes donc à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le bilan jeudi à Ouaigui avec Karim Ilboudo et Xavier Belemigri.
Des infrastructures hydrauliques et sanitaires, des activités génératrices de revenus pour des jeunes et des femmes, des abris pour des personnes déplacées internes, ce sont là quelques réalisations du projet Sonré de l'ONG HELP présenté aux participants à cet atelier. Nous avons mené ce projet-là de concert avec les autorités administratives, les services techniques étatiques, les collectivités et les populations. Et un des acquis majeurs, c'est que 80% du montant total du projet était consacré aux investissements sur le terrain et à peu près 20% pour le fonctionnement. Ce que nous venons de suivre aujourd'hui montre que l'ONG a mis tout en œuvre pour accompagner la population haute vulnérable et les PDI retournés. De 2021 à 2025, l'ONG HELP, à travers ce projet, a accompagné plus de 8000 personnes dans leur résilience. Des réalisations qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Notre commune a bénéficié des infrastructures hydrauliques telles que la réalisation des PMH, la réalisation de PEA, force d'eau autonome. Il y a aussi la réalisation des périmètres maraîchers que nous avons. Ils ont accompagné pas mal de bénéficiaires, notamment des PDI et des hôtes. Et à l'intérieur de cela, il y a des jeunes et des femmes. Donc nous saluons à sa juste valeur, en tout cas ce projet. Et parce que les jeunes et les femmes ont bénéficié des activités génératrices de revenus des AGR. Financé par la République fédérale d'Allemagne, le projet Sonré a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. Il a permis de réaliser 20 infrastructures, dont 11 dans la région des Koulsé et 9 dans le Yadega. Des procès-verbaux de rétrocession des ouvrages réalisés ont été remis au président des délégations spéciales des communes bénéficiaires. Campagne de commercialisation du sésame, le gouvernement fixe à 535 francs CFA le prix plancher bord-champ du sésame, une démarche de protection des producteurs qui concerne la campagne 2025-2026. Le prix est apprécié par les acteurs du sésame. Ils saluent l'engagement de l'État à leur côté donc pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ismaël Saturnet paraît. Les différents acteurs de la filière sésame connaissent désormais le prix plancher bord-champ du kilogramme de sésame au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026. Un prix étudié qui permet à chaque maillon de la chaîne de tirer son épingle du jeu pour l'épanouissement de la filière sésame au Burkina Faso. Après avoir donc concerté l'ensemble des acteurs, le gouvernement a fixé ce prix-là à 535 francs pour le kilogramme de sésame au cours de la campagne agricole 2025-2026. Cela sous-entend qu'aucun acteur du marché n'a le droit d'acheter le produit à moins de 535 francs. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse acheter le produit à 1000 francs, à 2000 francs, à 3000 francs sur le marché. Ce qui est attendu en termes de devises pour le Burkina Faso au cours de cette campagne, c'est pratiquement une quarantaine de milliards qui vont donc revenir en termes de devises au pays. L'annonce de ce prix plancher est une bouffée d'oxygène pour les acteurs pour qui le gouvernement œuvre à créer les conditions d'un développement harmonieux de la filière sésame. Parce que d'habitude, les gens font ce qu'ils veulent. Mais comme ça, c'est un prix à ne pas dépasser. Et c'est ça que l'État a dit. Que si on attrape quelqu'un qui vient payer le sésame en dessus, c'est lui qui a cherché. C'est 535 francs le kilo partout au Burkina Faso. C'est une bonne chose pour les trois maillons, la production, la commercialisation et la transformation. Au dire du Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, on note cette année une amélioration de la production du sésame de 56% par rapport aux 2 dernières campagnes. Une performance à mettre surtout à l'actif du gouvernement à travers l'accompagnement technique, matériel et financier au profit des acteurs. Un mot de culture dans ce journal avec la 6e édition des Journées des cultures et des traditions de Zaktouli. Nabakango, chef de Zaktouli, a réuni population, autorités traditionnelles pour magnifier les richesses culturelles du Burkina. L'ouverture de l'événement vendredi en présence de Franck Ouedraogo et Romial Patrice Toé. Naba Kaongo, chef traditionnel des Zaktouli, reçoit ainsi les hommages des responsables coutumiers et traditionnels de son ressort territorial.
Nous sommes à la 6e édition des Journées des cultures et des traditions du Zagtouli. Entre prestations artistiques et expositions de mets traditionnels, cette activité se veut une tribune de valorisation et de promotion du savoir-être et du savoir-vivre africain. Nos ancêtres ont su mettre de l'éternité dans la précarité, en nous léguant un patrimoine immense, et c'est ce patrimoine que nous voulons valoriser aujourd'hui à travers donc les coutumes et les traditions. Sur le plan linguistique, on nous a légué la langue. Sur le plan culinaire, on nous a laissé des mets locaux. Sur le plan vestimentaire, on nous a laissé beaucoup de choses, les tissus traditionnels, les façons d'enfanie. Et c'est tout ça que nous voulons valoriser aujourd'hui à travers donc ces journées de culture et de tradition. Une forte délégation de chefs traditionnels et coutumiers venus de Gambaga en République du Ghana est ici pour rehausser l'éclat de l'événement culturel. Un événement qui ambitionne surtout faire la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. C'est une cérémonie inoubliable et en même temps c'est une cérémonie qui conseille, qui nous éduque. Parce que ça c'est une don et une grâce, ça c'est notre nationalité. Lorsque tu abandonnes ta nationalité, tu ne vas jamais retrouver ton nom même. Parce que la nationalité est la valeur et l'héritage de nos parents. Aujourd'hui, si vous allez voir, comme nous on a abandonné la tradition, nous souffrons beaucoup. Ouverte le 6 novembre dernier, les portes des journées des cultures et des traditions des Zagtouli se referment le 9 novembre 2025. Des expositions ventes, un tournoi de pétanque, une nuit de rakiri sont entre autres activités au menu de cette 6e édition. Dans les quotidiens aujourd'hui, procès de la famille Bongo au Gabon, aussi travaux de la 22e rencontre entre le gouvernement et le secteur privé à Bobo-Dioulasso. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Sans surprise, la 22e rencontre gouvernement-secteur privé fait le chou gras des parutions. Cette édition met un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé pour relever le défi des infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, des TIC et de l'industrie, rapporte aujourd'hui Faso. Le gouvernement appelle à faire du patriotisme économique un véritable credo, relève pour sa part citoyen. Pour le journal Le Quotidien, c'est l'occasion de conjuguer les forces, transformer les défis en opportunités et faire de notre souveraineté économique une réalité tangible. À lire également dans les parutions le procès de la famille Bongo au Gabon, un procès historique selon Citoyen. Si l'ancien président Ali Bongo, successeur de son défunt père, renversé le 23 août 2023 par le coup d'état du général Brice Clotaire Oligui Nguema, n'est pas dans le lot des accusés, son épouse Sylvia et son fils Noureddine Valentin sont poursuivis pour détournement de biens publics et blanchiment de capitaux, explique le Canard. Que peuvent en attendre les Gabonais? C'est la question que le journal Le Pays se pose. Va-t-on voir à l'œuvre une justice animée par le désir ardent de nettoyer les écuries d'Ali Bongo dans une volonté de faire rendre gorge à tous ceux qui seront reconnus coupables des faits à eux reprochés, ou bien assistera-t-on à une mascarade visant à faire payer leur poupée à des voix devenues gênantes, s'interroge Le Pays, pour qui le fait que le président déchu ne soit pas lui-même à la barre pourrait être un indicateur. Et voilà pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et excellente suite. Le programme continue sur la RTB.